Ouais, ça vient-tu? On fait le podcast? Arrête! Bienvenue au Centre Immobilier Podcast. Le podcast est pour nos entrepreneurs passionnés par l'immobilier, l'inspiration nécessaire pour réaliser vos projets avec succès. Aujourd'hui, on reçoit une de mes meilleures amies, Cindy-Anne Bourdeau, qui est courtier immobilier en Floride. Donc, on va en apprendre énormément sur les investissements, les Québécois qui veulent acquérir une propriété, autant pour y habiter que pour investir à titre d'investissement. Exactement. Puis elle se concentre plus vers le sud-est de la Floride, fait qu'on en a beaucoup appris. Puis c'est un secteur aussi qui est beaucoup primé par les touristes puis tout ça, donc c'était super intéressant. Ouais, pour faire le filmer, je pense que ça va être vraiment intéressant à l'écouter. Ouais, full. Puis à la fin, on a aussi fait un nouveau petit jeu. Fait qu'on a montré, en fait, j'ai trouvé des propriétés à Fort Lauderdale que j'ai montré à Arash puis à Cindy-Anne, puis ils ont essayé de deviner le prix des propriétés sur les comètes. C'est tellement difficile pour un courtier immobilier du Québec comme moi de deviner les prix d'une propriété en Floride parce que les secteurs je les connais pas tout. Pas du tout. Ça vaut pour beaucoup. Donc, dépendamment dans quel secteur la propriété est, ça a une grosse incidence. Ouais, vraiment. C'est ça. Puis, on voulait remercier nos partenaires principaux qui l'usine, qui meublent tous nos centres immobiliers. Oui, qui font en sorte qu'on est confortable à chaque podcast. Qu'on peut tourner pendant des heures. Donc, voilà, merci. Hey, bonjour! Salut! On est très contents de te recevoir au Centre Immobilier Podcast. Merci d'avoir fait le voyagement de la Floride Jusqu'au Québec. en avion jusqu'à Beauchâtel. Ben oui, 100%. Tout ça juste pour filmer le podcast. Juste pour ça. 100% juste pour ça. Ben moi, je te connais super bien, mais les gens à la maison te connaissent pas encore. Ben nous non plus, on se connaît pas d'ailleurs. Fait que j'apprends effectivement. aujourd'hui. J'ai hâte d'en apprendre à connaître plus. C'est ça que je parlais. Ben, je pense que je t'en parlais un petit peu avant le podcast, mais l'immobilier en Floride, on dirait que c'est tellement quelque chose qu'on entend parler, mais que j'ai jamais été super informée à ce sujet-là. Fait que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences là, comme au Québec. Oui, vraiment. On va commencer le podcast en demandant une question qui n'est pas évidente à répondre. Mais si je te demande 3 mots pour te décrire, ce seraient lesquels? C'est une très bonne question, Rachel. Tu dis que tu es une de mes bonnes amies, justement. Je pense que je vais t'envoyer la question. En fait, décrire Cindy-Anne en 3 mots, je dirais authentique, parce que tu dis absolument tout ce que tu penses. Mais je pense que dans le domaine immobilier, c'est bon d'avoir un courtier immobilier qui est authentique parce que 100%. Tu dis les vraies choses, puis les gens, ils n'ont pas de fausses attentes. Sinon, je dirais ambitieuse, parce que tu as des idées de grandeur. Puis je dirais courageuse aussi, parce que de déménager en Floride, ça prend beaucoup de courage. C'est pas quelque chose qui est si simple que ça dans notre domaine. Ouais. Donc, voilà. C'est les mots que j'utiliserais pour te décrire. C'est gentil, merci. Mais en gros, là, parce que moi, je connais ton parcours, mais parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment tu as commencé comme courtier immobilier? Ben, en fait, moi, j'ai grandi dans le domaine de l'immobilier. Mes 2 parents ils sont encore d'ailleurs investisseurs immobiliers. Fait que c'est toujours un métier qui m'a passionnée, puis que je me rappelle, j'avais 14 ans, puis je voyais ce monde qui était courtier immobilier, puis je me disais, maudit que je serais bonne à faire ça, puis c'est quelque chose que j'aimerais faire. Juste quand j'étais plus jeune, c'est moi qui allais collecter des fois les loyers des immeubles de mes parents. Ah ouais? Ouais, fait que, je t'en apprends. Tu vois, là-dessus, 12 ans arrivés. Ouais, salut! Non, mais tu sais, des fois, j'allais avec mes parents, puis tu sais, hey, va cogner un tel logement, pis ça, puis tu sais, il y avait un gros 27 logements à Beauport. Fait que, bref, on se parquait en avant puis on allait s'occuper un peu de ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que j'ai vraiment grandi dans le domaine immobilier. Puis quand il est venu le temps de faire un choix de carrière, tu sais, j'étais allée au cégep, à l'université. Je me suis rendu compte que ce que j'étudiais, en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais faire plus tard. Puis un moment donné, j'ai eu une opportunité. J'ai parlé avec quelqu'un qui était dans le domaine, puis tu sais, j'ai vu un peu son lifestyle, l'argent qu'il faisait, puis tu sais, le mode de vie en tant que tel qu'il avait. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée en tant que tel. Fait que finalement, j'ai décidé de faire mon cours d'immobilier. Donc, j'ai été, moi, 4 ans courtier immobilier dans la ville de Québec avant de déménager en Floride. Fait que j'ai vraiment vécu là, un petit peu les deux mondes, en fait. Okay. Puis même avant ça, c'était pas ta première entreprise d'être courtier immobilier, là? Non, avant ça, j'ai eu une compagnie d'entretien ménager commercial pendant environ 3 ans.
Fait qu'un changement de carrière. J'avais ma compagnie d'entretien ménager en même temps que je faisais mes études. J'étudiais en communication à l'époque. Finalement, je me suis rendu compte que les deux, c'était pas vraiment des domaines. Je voyais le potentiel financier, mais je voyais pas à long terme. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. T'avais pas la passion de... Ça, exactement. Ça t'a quand même enseigné beaucoup, je pense, quand même de gérer du personnel puis de gérer une entreprise. Oui, ça, c'est sûr et certain. Puis tu sais, t'es mieux placé après ça pour conseiller tes clients. Vraiment. Non, ça, c'est sûr que ça m'a donné un bon background en affaires, puis c'est niaiseux, mais à l'école, on n'apprend pas comment faire un compte de taxes, comment, c'est niaiseux, mais c'est plein d'affaires que j'ai vécu un peu, que j'ai appris par moi-même, mais qui me servent encore là, tous les jours dans l'immobilier. Là. Cindy, en fait, tu travailles pas seule en Floride. Quand tu es partie là-bas, tu as commencé en équipe, je crois? Oui. Ben en fait, quand j'ai commencé en Floride, au début, je n'étais pas en équipe. Par contre, une de mes amies, qui elle, ça fait plus de 13 ans, en fait, qu'elle est courtière en Floride, on a décidé récemment de s'associer puis de partir de notre équipe Murray Bordeaux Team. Donc, on travaille en étroite collaboration. Puis bref, c'est sûr qu'elle, au début, ça m'a aidé beaucoup au début parce qu'elle a tout le knowledge en tant que tel, le savoir exactement du marché de la Floride. Moi, j'amène une très bonne clientèle aussi du Québec. Donc, on a joint force récemment. Puis elle, en plus, elle profite de ton énergie parce que toi, t'es nouvellement arrivée en Floride. Fait exactement. Que, t'es vraiment primée. Puis elle a toute l'expérience. Donc, ensemble, vous faites vraiment une équipe exceptionnelle. Là. On dit bonjour à Julie Murray. Oui, Julie. Puis elle a toujours été en Floride ou elle a aussi été courtier à Québec aussi? Non, elle n'a jamais été courtier au Québec. Donc, elle a vraiment commencé. En fait, elle a commencé sur la côte ouest. Puis elle a décidé, en fait, elle puis son mari sont déménagés. Puis c'est ça. Elle, ça fait 14, environ 14 ans qu'elle est courtière. Puis c'est une question que je me posais aussi. Là, vous avez un permis de courtier quand vous êtes au Québec, mais en Floride, faut-tu que tu fasses une équivalence? Faut-tu que tu refasses des cours? Oui, en fait, il a fallu que je refasse le cours. C'était pas une équivalence, donc vraiment, fallu que je refasse le cours. Le cours est vraiment moins compliqué en Floride qu'au Québec, par exemple. C'est sûr que, bien évidemment, il faut les visas de travail et tout, là. Mais c'est ça, le cours est plus facile là, en Floride en tant que tel qu'au Québec. Là. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui font ça en side job. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer ta carrière en Floride? Puis, après avoir fait tes débuts au Québec, tu étais déjà bien implantée dans la ville de Québec. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le changement puis à déménager? C'est une très bonne question, puis je me la pose encore aujourd'hui. Non, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Non, vraiment pas. En fait, même quand j'ai commencé ma carrière comme courtier immobilier à Québec, ça a vraiment été dans mon... Tu sais, j'avais toujours ça dans mon... comment on dit ça? Dans mon... pas subconscient, mais dans mon... dans le derrière de tes pensées. C'est ça. J'avais toujours ça dans le derrière de mes pensées que éventuellement, j'aimerais ça devenir courtier en Floride. On voit souvent les émissions Selling Sunset. Ça fait rêver. Grosse fan. C'est ça que, bon, entre guillemets, c'est pas la réalité de ce qu'on vit en Floride. Par contre, c'est quelque chose qui fait rêver puis qui donne le goût d'aller s'installer là-bas puis de faire cette carrière-là en Floride. Fait que même quand j'ai commencé à Québec, c'était quand même dans mes pensées, en fait, là, de éventuellement un jour m'en aller en Floride. Puis dans le fond, avec mon chum, on a eu une opportunité, en fait, lui, avec son travail, là, de faire le move puis de déménager là-bas. Fait que c'est un petit peu pour ça là, qu'on a fait ça. Fait que, bref, tout a bien à donner finalement. Puis c'est ça, là, ça va faire 1 an là, qu'on est installé temps plein en Floride. Là. OK. Puis c'est quoi? Parce que là, tu as un marché international. Fait que c'est quoi les défis que tu rencontres d'aller justement vers l'international comme ça? Je dirais que les défis, c'est que le marché, il est très différent en Floride puis au Québec. Puis je dirais qu'une des choses que je trouve le plus différent, pas différent, mais challengeant, peut-être. Oui, c'est ça, challengeant, c'est que, au Québec, on accompagne nos clients, on s'entend de A à Z. On l'accompagne du début, on fait la recherche de propriété jusqu'au notaire, même des fois après, service suivi client, etc. Mais en Floride, c'est un autre niveau d'accompagnement parce que, nos clients, la moitié, il y en a beaucoup qui ne parlent pas anglais. Fait que, j'ai au nombre de fois que j'ai appelé leur compagnie de télécom pour canceller leur compte, l'équivalent de Bell, mettons, Vidéotron, là, avec eux parce qu'ils ne parlent pas en anglais. Puis là, des fois, c'est compliqué parce que, bien évidemment, c'est pas moi la propriétaire de la maison, j'ai pas le droit de canceller. Mais ils comprennent pas pourquoi il y a quelqu'un qui parle français sur la ligne puis quelqu'un, en tout cas, en anglais. Fait que tout ça pour dire que, c'est un autre niveau d'accompagnement. J'ai déjà déménagé des clients, j'ai déjà ramené des cadres, du stock, en fait, au Québec, envoyé ça par la poste à des clients, qui pouvaient pas, en fait, venir en Floride suite à la vente de leur propriété. C'est spécial. Vous avez vraiment comme un soutien
une personne ressource Vraiment. pour eux là-bas. Là. Vraiment. Puis, tu sais, des fois, il y en a justement qui n'ont pas de personnes clés là-bas. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a des compagnies, tu sais, de gestion immobilière, de surveillance immobilière qui existent. Mais, tu sais, souvent, c'est ça. On va au-delà de l'accompagnement, là. Mais c'est le fun. C'est ça. Fait que c'est une bonne différence. Puis, tu sais, ça vient challengeant des fois parce que, tu sais, des fois, on est là, bon, la limite est où, on s'entend. Ouais. Mais ça fait vraiment partie, tu sais, ça fait partie de la game parce que c'est quelque chose qu'il faut faut s'attendre à ça parce que les clients, tu sais, si c'est un marché qu'ils ne connaissent pas, souvent, c'est la barrière de la langue aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, fait partie. outre achat, vente, votre équipe vous offre encore plus de services. Ouais. Je pense que vous offrez aussi la gestion immobilière. Oui, récemment, on a parti une division de gestion immobilière court terme. On ne fait pas de long terme. Fait que tout ce qui est 12 mois et plus, présentement, on n'en fait pas. On est en train d'aller chercher les licences pour le faire. Fait que tout ce qui est court terme, fait que location, par exemple, sur les sites comme Airbnb, VRBO, ça, on en fait. On fait aussi de la surveillance immobilière. Fait que quelqu'un qui voudrait qu'on aille surveiller la propriété pendant qu'ils ne sont pas là. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on offre. Là. Récemment, on a parti une division là, de ça avec mon équipe. Surveillance immobilière, est-ce qu'il y a beaucoup de vols en Floride ou... Non, mais c'est plus, tu sais, mettons, bon, des fois, aller voir, s'assurer que l'air climatisé fonctionne toujours, tu sais, encore. Tu sais, aller voir qu'il n'y a pas eu, justement, de petits pépins. Tu sais, des fois, bon, des petites tempêtes tropicales ou quoi que ce soit, rentrer les meubles, les sortir, les meubles extérieurs, par exemple, en condo. Fait que c'est ça. C'est quelque chose qu'on fait aussi. OK. Fait qu'à ce moment-là, l'avantage que tu vois d'avoir un courtier qui est aussi un gestionnaire aussi, là, donc cette personne ressource-là, c'est que tes clients, ils en ont besoin. En fait, tu n'as comme pas le choix d'avoir ce service-là. Bien, ça dépend parce que, tu sais, il y a beaucoup de nos clients, je dirais le 3/4 de nos clients, les gens qui cherchent, en fait, à acheter en Floride, ils vont acheter, par exemple, un pied-à-terre, puis c'est pas tout le monde qui veut nécessairement le louer, puis c'est pas possible de louer partout non plus en Floride. Il y a beaucoup de copropriétés qui ne le permettent simplement pas ou que c'est pas permis, en fait. Donc, mais l'avantage, en fait, de représenter un client pour l'achat puis qui veut ensuite le louer, c'est que nous, on connaît le marché. Autant qu'on connaît le marché immobilier pour achat-vente, mais on connaît aussi le marché de la gestion puis de la location court terme. Fait que c'est sûr et certain qu'on est capable de mieux diriger nos clients, faire des estimés de combien ils pensent pouvoir louer. Donc, c'est sûr que ça l'aide parce que si on fait affaire avec 2 personnes, mais des fois, les 2 ne sont pas sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça. OK. Parce que c'est sur votre site web, je pense que j'avais vu ça, là, que vous offrez aussi ce service-là de gestion. Là. Fait que ça, c'est vraiment plus pour la location court terme, mais c'est pas nécessairement là-dessus que vous mettez toutes vos énergies, excuse-moi, non plus. Non, c'est ça. Nous, on est vraiment, on se concentre vraiment sur tout ce qui est achat, vente, investissement, location aussi, on fait de la location. Puis, gestion, c'est vraiment une division qu'on a voulu apporter justement pour offrir un service complémentaire à nos clients qui en ont besoin parce que, tu sais, veux pas, c'est une grosse demande qu'on a en Floride. Beaucoup de gens qui veulent une seconde résidence, mais qui veulent pouvoir la louer aussi pour la rentabiliser. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on est parti là. OK. Puis, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite acheter en Floride? De se trouver un bon courtier immobilier. Oui. De nous appeler. Aurais-tu un nom, mettons? Cindy-Anne, Julie Murray. OK. Fait que non, c'est sûr et certain de se faire représenter. Surtout quelqu'un qui achète, qui est à l'étranger, tu achètes dans un marché que tu connais pas. Au Québec, je veux pas. Bon, tu as déjà eu 1, 2, 3 maisons, condos, peu importe. Tu sais un petit peu comment que le processus fonctionne. Tandis que quand tu arrives en Floride, c'est un nouveau marché, les lois sont différentes. C'est très important là, d'être bien encadré à ce niveau-là, selon moi. Puis en plus d'être encadré par quelqu'un qui parle français, ça peut aider justement à mieux comprendre les étapes de la transaction puis ce en quoi tu investis. 100%. Puis souvent, quand par exemple, mettons, les autres courtiers, bon, on parle anglais, mais des fois, il y en a, ils vont pas tout le temps se forcer nécessairement à parler lentement pour les clients qui comprennent un petit peu moins. Puis devenir de la même culture aussi, puis ça doit aider aussi. Parce que j'imagine que la culture québécoise versus la culture américaine, les gens doivent avoir un clash aussi quand ils font affaire avec des professionnels. 100%. Non, c'est sûr que c'est pas la même chose. Puis, tu sais, les courtiers québécois en Floride, on est reconnus pour être, les Québécois en général, c'est des gens chaleureux, c'est des gens qui sont proches de leur monde. Des fois, les Américains, c'est un petit peu plus froid, c'est un marché un petit peu plus chacun pour soi, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est sûr et certain là, que ça l'aide là, d'être avec quelqu'un qui vient du même coin là, de pays. Cindy, pourquoi la Floride est une destination attrayante pour les investisseurs immobiliers? Pour plusieurs raisons. La Floride, c'est un marché international. Fait qu'il là, on parle vraiment investisseur. Ben, c'est un marché que veut pas. Il y a
tout le temps du tourisme. Il va tout le temps avoir une demande. C'est un marché de seconde résidence. C'est une destination vacances. Il y a beaucoup de gens qui veulent un pied-à-terre en Floride. Fait que c'est une bonne idée d'investir en Floride parce que c'est un marché qui ne perd, qui perd pas de valeur puis qui fait juste en gagner, en fait. Là. Fait que... Donc là, tu nous disais un petit peu au début du podcast que tu avais été courtier ici à Québec, puis maintenant, bon, tu es courtier en Floride. Est-ce que tu peux nous parler des différences entre le marché floridien et le marché québécois? Oui. Une des majeures différences que j'ai remarquées, puis tu sais, au début, en déménageant, je pensais pas que ça allait être ça, mais... En fait, je trouve que mettons par exemple un acheteur qui achète au Québec, il va t'appeler, il va dire bon, salut Cindy, je t'intéressais à acheter une propriété. La plupart du temps, il faut que ça se passe bientôt. Puis il est sérieux, je vends ma propriété, je déménage, j'ai un bail, il faut que je me trouve un nouveau condo. Tandis qu'en Floride, vu que c'est un marché de seconde résidence, le processus est très long. Des fois, on prend un premier contact avec un client, mais ça se peut que ça prenne 2-3 ans avant qu'il achète. Vu que c'est justement soit un investissement ou soit vraiment une seconde résidence, mais c'est pas leur priorité numéro 1 la plupart du temps. Fait que ça fait une bonne différence parce que nous, des fois, en tant que courtier, on se met en recherche active, on envoie des listings, on envoie des propriétés. Puis là, ben oui, je vais regarder ça. Je viens en Floride. L'autre fois, je me suis fait dire par un client, j'ai parlé il y a 2 mois, puis il m'a dit qu'il venait en Floride l'été prochain. Ah, mon Dieu. Puis souvent, les gens veulent pas acheter à distance aussi, puis c'est très comprenable. Les gens veulent voir ce qu'ils achètent avant de l'acheter, on s'entend. Mais ça fait en sorte que c'est beaucoup d'efforts des fois puis on les fait puis ça nous fait plaisir puis c'est parfait. Oui, mais c'est quand même à considérer. Mais c'est différent, c'est vraiment différent qu'au Québec. Au Québec, c'est comme go, ça me prend quelque chose demain matin, pas tout le temps, mais souvent. C'est en général. En général, puis Rachel, tu pourrais nous en parler aussi, t'es courtier d'eau, ça fait longtemps ici. Mais c'est ça, en Floride, c'est vraiment plus un processus d'accompagnement. La plupart des clients qui nous appellent sont sérieux, mais c'est juste que c'est ça. Des fois, le processus est beaucoup plus long, en fait, qu'au Québec. Ouais. Comme Cindy, en parlant de différences, nous, on est des très bonnes amies dans la vraie vie, puis on a le même métier, donc on a échangé énormément sur les différences entre le métier de courtier immobilier au Québec puis en Floride. Puis en parlant de différences justement dans le marché, je pense qu'au niveau de la collaboration entre les courtiers immobiliers, c'est très différent. Au Québec, si tu collabores pas, tu te fais enlever ton permis de courtier immobilier. Là. C'est vraiment très rigide. Mais je pense qu'il y a des différences avec la Floride. Puis ça peut être un gros point aussi de l'enjeu de travailler en Floride. C'est pas pareil comme travailler au Québec. Vraiment, ça, 100%. Au niveau de la collaboration, on en parlait un petit peu tantôt. Le marché américain, c'est un marché, surtout les courtiers en Floride, les Américains c'est plus individualiste un petit peu, du chacun pour soi, comme on disait. Fait que veut pas, ça fait en sorte que la collaboration est vraiment, vraiment moins élevée qu'au Québec. Au Québec, on reçoit une offre d'achat sur une propriété, on se dépêche d'appeler les autres courtiers, on tient tout le monde informé sur ce qui se passe, en fait, avec la transaction. Tu es obligé d'envoyer un avis au moment précis où tu reçois. Exactement. Il y a des documents légaux qui sont signés, qui sont là. En Floride, c'est moins réglementé à ce niveau-là. C'est déjà arrivé que j'ai perdu des transactions parce que le courtier des vendeurs ne répondait simplement pas à son téléphone. Fait que ça prenait des 3-4 jours avant 3-4 jours avant d'avoir des réponses. Fait que là, ça fait en sorte que moi, je représente les acheteurs. Donc, les acheteurs, c'est plate là, quand tu n'as pas de réponse. Tu dis, il veut pas vendre, mais au bout de la ligne, c'est pas de la faute du vendeur. C'est son courtier qui me répondait simplement pas. Puis, c'est ça. C'est vraiment moins régi à ce niveau-là. La collaboration est moins là. Il y a beaucoup de courtiers en Floride aussi, que c'est un deuxième métier qu'ils font, qui ont un autre travail ou une autre c'est un sideline. Là. C'est ça, un sideline. Fait que ça fait en sorte que, oui, la collaboration est vraiment moins là, puis c'est vraiment moins réglementé aussi. Okay. De là, l'importance de se faire représenter par un courtier parce que, nous, on est vraiment là pour s'assurer que toute la transaction se passe bien, puis s'assurer justement que il n'y a pas de manque de collaboration ou de... Oui. Puis par rapport à ça, est-ce que... Parce que là, ici, vous avez des contrats aussi que... Mettons que moi, je veux acheter. Par exemple, avec toi, tu me fais signer un contrat. Un contrat de courtage d'achat, oui. Oui, c'est ça. Puis ça, est-ce que vous avez le même type de contrat en Floride? Oui, on a des contrats de courtage d'achat aussi. Oui, on en a aussi. Là, ça, à même titre qu'au Québec. Là, je dirais qu'à ce niveau-là, c'est très similaire. Fait que ça a l'air super glamour de travailler en Floride, de vendre des propriétés, mais c'est pas toujours si simple que ça. Non, mais c'est sûr. Chaque marché a ses petits challenges, ses défis. Puis, la Floride, effectivement,
effectivement, c'est sûr que, bon, on voit les émissions, comme on parlait tantôt, que ça a l'air, toutes des maisons à 23 millions sur le bord du canal, sur l'océan. 250 000 de commissions par transaction. On s'entend. Il y en a beaucoup des condos à 100 000 aussi en Floride. Notre marché ne veut pas. On, 95 % de nos clients, quasiment, c'est des Québécois. Ils achètent souvent des petits condos. Souvent, c'est une seconde résidence. Fait que c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter mieux, c'est juste que ils viennent une couple de fois par année. Pas besoin d'avoir la grosse cabane à 1 million non plus. Exactement. Fait que, mais en même temps, tu me dis ça, puis on dirait que ça me surprend pas tant que ça, parce que, comme grande fan de Selling Sunset, on le voit quand même un peu l'esprit individualiste. Dans cette émission-là, oui, c'est romancé, oui, il y en met peut-être plus que passé, là, mais on le voit quand même, la différence qu'il peut avoir. Non, c'est ça, c'est ça. C'est un peu, c'est niaiseux, mais l'image typique d'un courtier immobilier qu'on voit, mettons, dans les émissions comme Selling Sunset, on le voit en Floride. Là. Ah ouais, c'est ceux qui ont des gros listings, puis que, des listings, mettons, en haut de 3, 4, 5 millions. C'est ça, c'est vraiment typique. Les gros talons hauts, les filles, mettons. Oui, fait que c'est ça. L'image est quand même, il n'y a pas juste. Il y a quand même des choses qui sont vraies un peu dans les émissions, là, mais ça reste que c'est très romancé. On s'entend là-dessus. Puis, toi qui habites en Floride depuis maintenant plus d'1 an, ce serait quoi les secteurs que tu recommandes le plus pour acheter? Je dirais en premier Fort Lauderdale parce que, non seulement parce que j'habite là, mais c'est vraiment un coin qui attire du tourisme à l'international. Il y a l'aéroport aussi. L'aéroport qui est très, très proche. C'est vraiment petit. Il y a plusieurs, si tu vas par exemple sur la Solace Boulevard, il y a des restaurants, il y a plein d'activités à faire. Donc, ça serait mon numéro 1. Ensuite, je dirais Delray Beach parce que, un petit peu pour les mêmes raisons, un petit peu plus loin de l'aéroport par contre, mais avec Atlantic Avenue, plein de restaurants, ça bouge, le nightlife est super cool. Puis, c'est une très bonne place aussi pour investir parce qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent aller là parce que, justement, ça bouge puis il y a des choses à faire. Puis, en 3e position, je dirais Pompano. Parce que Pompano, en fait, la ville de Pompano est en train de mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans toutes les infrastructures. Les parcs sont en train de relever beaucoup de ponts aussi. Fait que ils ont des belles plages aussi. On est très, déjà très allés. belle plage. Très, très belle plage. Donc, ça fait en sorte que, veux pas, c'est un quartier qui est vraiment moins cher, je dirais, que Fort Lauderdale, qui est vraiment en émergence parce que, justement, c'est moins cher présentement, mais selon moi, c'est le quartier qui va le plus boomer dans les prochaines années. Là. OK. À noter. C'est quoi les types de propriétés, en fait, qui sont les plus populaires que les Québécois vont acheter en Floride? Je dirais beaucoup le marché du condo. Un peu comme on disait, la Floride, c'est un marché de seconde résidence. Donc, au bout de la ligne, c'est pas tout le monde qui veut une maison. Il y a l'entretien qui vient avec. Fait que je dirais que ce qu'on vend le plus, c'est des condos, mais maison aussi. Mais pour les Québécois, je dirais que la plupart du temps, là, c'est un condo, clé en main, pas de casse-tête. Souvent, on aime ça. On arrive au condo, on repart après. Pas besoin de... Mais j'aurais tendance à plus m'aligner vers ça aussi, personnellement, là, juste parce que c'est moins de un pied à terre, c'est moins compliqué un petit peu. Là, Toi qui connais super bien le marché en Floride, quelqu'un qui veut acheter une propriété, c'est quoi les trucs qui doivent vraiment faire attention? Là, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles lois quant au condo. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des points qu'il doit vraiment regarder? Oui, en fait, il y a quelques années, il y a un building à Surfside, proche de Miami, qui s'est effondré. Donc, depuis ce temps-là, la Floride a passé des nouvelles lois par rapport aux inspections. Donc, les associations de condos doivent faire inspecter, dans le fond, tout ce qui est sur le bord de l'océan à partir de 25 ans, tous les 10 ans, puis ce qui est un petit peu plus loin, dans le fond, à partir de 30 ans, tous les 10 ans. Donc, ils doivent faire inspecter tout le building au complet, la structure, le toit, vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on vit présentement. Là, je dirais que pas mal toutes les associations de condos là, sont en train de se conformer à ces lois-là. Mais oui, là, c'est quelque chose qui a été très présent dans la dernière année parce que, tu sais, un coup que l'inspecteur est passé, mais c'est là qu'on entend souvent qu'il y a eu des grosses cotisations spéciales. Fait que, tu sais, c'est très important quand on achète un condo en Floride de s'assurer que les inspections sont faites, de s'assurer que les cotisations spéciales ont été votées et assignées par unité. Puis souvent, c'est le vendeur, en fait, qui s'occupe de payer ces cotisations-là. Même s'ils ne sont pas finis de payer, souvent, c'est le vendeur qui s'occupe de la payer au closing. Mais c'est très important qu'il y ait un cheminement qui a été fait à ce niveau-là parce que c'est une bonne sinon, chose. C'est ça. C'est sûr que tous les documents de copropriété ont été analysés. Exactement. Puis est-ce que c'est comme au Québec, il y a un fonds d'auto-assurance aussi que les propriétaires doivent... Oui.
un fonds de réserve, en fait. Ouais. Là. Fait que oui, puis ça aussi, il y a des nouvelles lois là, qui sont par rapport à ça. Donc, c'est important là, de s'assurer que l'association en général de condos est en bonne santé, en fait. J'interromps le podcast un petit 10 secondes juste pour remercier l'usine, en fait, qui sont nos partenaires officiels pour le podcast. C'est l'usine qui meuble le studio de podcast, mais qui meuble également tous les centres immobiliers. Donc, merci beaucoup, l'usine, et je vous laisse au podcast. OK. Puis par rapport à ça, parce que là, moi, j'ai jamais acheté de condo, je pensais que, mettons, l'inspecteur, quand tu achètes un condo puis tu fais inspecter, il inspecte pas la bâtisse aussi ou il inspecte juste le condo? Juste le condo, il y a moyen de faire inspecter la bâtisse, mais ça coûte cher, Ouais, pas mal plus cher. Ouais. Puis ça reste que l'inspecteur, ça reste que... L'inspecteur en bâtiment n'est pas qualifié nécessairement. Il n'est pas nécessairement qualifié pour regarder... Ben, en fait, dépendamment de c'est qui l'inspecteur, là, on s'entend. Ouais. Mais ça reste que c'est ça, Mais même au Québec, quelqu'un qui achète un condo, c'est très rare qu'il va faire inspecter les parties communes. Ah, mais ça me surprend. En fait, il va faire inspecter la partie privative, mais les parties communes, c'est très rare qu'il y ait des clients qui veulent le faire. Fait que c'est pour ça, en fait, là, que la Floride a des nouvelles lois. Mais c'est bien, je trouve, qu'il ait instauré ça parce qu'au final, oui, tu achètes une unité privée, mais au final, c'est dans une bâtisse que si la bâtisse n'est pas bien entretenue, ça a un impact sur toi aussi direct. Je pense qu'en Floride versus au Québec, la différence, au Québec, on a la température, on a plusieurs facteurs qui fait que c'est des Québécois qui restent dedans à longueur d'année. Donc, les gens, peut-être, qui prennent plus soin des bâtisses. Je pense qu'en Floride, le problème, dis-moi si je me trompe, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, justement, qui sont pas là souvent, qui gèrent. Fait que la gestion des copropriétés n'était pas autant à jour. Fait que je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de passer des lois pour pas que ça réarrive. Puis Ben ça, puis ça aussi, on leur dit, c'est un marché de seconde résidence beaucoup. C'est ça. Puis ça fait en sorte que non seulement les gens sont moins là, mais ça reste qu'ils sont moins intéressés à bâtir une grosse réserve, à cotiser. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que, bon, des réparations, bien évidemment, un bâtiment, peu importe qu'il soit en Floride ou qu'il soit, nous, on n'a pas de la neige comme au Québec, mais ça reste que c'est un climat qui est tropical, l'humidité, les termites, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver, c'est ça. Les ouragans. Fait que, là, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est que, les bâtiments qui sont, mettons, 40, 50 ans, ben, tous les propriétaires, quand ils faisaient leur assemblée annuelle, est-ce qu'on vote une cotisation spéciale? Est-ce qu'on cotise plus? Est-ce qu'on augmente les frais communs? Ben non, là, c'est mon 2e, 3e condo, il est en Floride, je vais pas souvent. Fait que c'est ça, un petit peu ça qui s'est passé dans les dernières années. Fait que là, ça fait en sorte qu'on arrive à la date butoir, qu'il y a beaucoup de travaux des fois qui sont à faire. C'est pour ça, en fait, que là, les fonds de prévoyance sont pas suffisants. Sont pas suffisants, exactement. Fait qu'on n'a pas le choix de faire ces réparations-là. OK. Puis, c'est quoi les défis qui sont liés à un non-résident américain qui veut acheter en Floride? Ben en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? Mettons que moi je veux acheter en Floride. Est-ce qu'il y a des étapes spéciales qu'il faut que je fasse? Faut-tu que j'aille une semi-permanence? Est-ce que c'est simple au niveau du financement? En fait, oui, c'est très simple d'acheter en Floride. En fait, si tu es bien représenté, en fait, la première étape, c'est de regarder est-ce que ça va être un achat comptant ou il va y avoir un financement. Okay. Normalement, nous, en fait, on fait beaucoup affaire avec des banques canadiennes qui ont des filiales aux États-Unis, comme par exemple Desjardins Bank, qui est Desjardins, Nat Bank aussi, donc Banque nationale au Québec. Puis, en fait, eux, généralement, sont capables de donner un financement avec environ 20 de mise de fonds. Puis, ils vont vraiment se baser, c'est vraiment des produits qui sont adaptés pour les Canadiens. Donc, ils vont vraiment se baser sur le crédit canadien. Puis, en plus, on a du monde qui parle français. Là, fait que c'est sûr que ça l'aide aussi. Fait que c'est vraiment ça la première étape s'il y a un financement. Parce qu'en Floride, contrairement au Québec, c'est obligatoire en fait, obligatoire. Pas que c'est obligatoire, mais dès qu'on dépose une offre d'achat sur une propriété, il faut absolument envoyer une préapprobation ou une preuve de fonds. Au courtier des vendeurs. Donc c'est ça. C'est vraiment la première étape. Puis ensuite, c'est un petit peu le même concept qu'au Québec. Là. On visite des propriétés. Fait que c'est simple. Est-ce que ça prend un visa spécial pour acheter une propriété en Floride? Non, ça ne prend pas de visa. Vraiment, n'importe qui là, peut acheter une propriété en Floride. Là. Le marché de la location court terme est vraiment populaire en Floride. C'est quoi les avantages versus les inconvénients pour des gens qui voudraient investir? En fait, avant de parler des avantages et des inconvénients, c'est important de comprendre qu'en Floride, si on veut faire de la location court terme, ça ne fonctionne pas exactement comme au Québec. T'sais, au Québec, il faut vraiment que ce soit zoné, qu'on a le droit, en fait, de faire de la location court terme. En Floride, en fait, le zonage est permissif pour la location court terme. Pas mal,
pas partout, mais pas mal partout. Par contre, il y a beaucoup de... Tout ce qui est condo, il y a beaucoup d'associations de condos qui ne le permettent tout simplement pas. Fait que, tu sais, puis ça, c'est vraiment du cas par cas. Chaque association va avoir leurs lois différentes. Il y en a que ça va être minimum 3 mois, d'autres minimum 4 mois, d'autres 6 mois, d'autres que ça va être un bail à l'année, d'autres que tu n'as juste même pas le droit de louer. Beaucoup des restrictions aussi. Aucune location la première année qu'on est propriétaire, dans le fond, du bien. Fait que bref, il faut vraiment, quand on regarde... Ça, c'est n'importe quel non, pas immeuble n'importe quel, mais des fois, c'est une règle dans la déclaration comme de copropriété. Que la première année, en fait, tu n'as pas le droit de louer ton condo. Cette règle-là existe au Québec aussi, je pense. Non, je pense pas, non. Non? Ah, OK. Je pensais que... Parce que j'avais déjà fait des recherches à un moment donné pour acheter un condo, justement, avec location court terme, puis il me semble... Non, au Québec, c'est vraiment par zonage à la base. Oui, c'est ça, mais c'est le... Suite à ça, le syndicat de copropriété peut décider aussi si tu as le droit ou non de louer ta propriété à court terme. Mais de ce que je pensais, c'est le syndicat, justement, qui avait mis cette règle-là de... La première année ou les 2 premières années, tu n'as pas le droit de louer à court terme, puis après ça, tu peux. De toute ma carrière, j'ai jamais vu ça au Québec, mais ça se peut. Mais ça se peut. C'est possible. Des formules, il y en a différentes un peu partout. Puis en gros, c'est ça. Tout ce qui est le marché, ça, c'est pour le marché du condo. Donc, il faut vraiment que l'association de condo le permette. Puis ensuite, pour le marché de la maison, tout ce qui est règle générale, tout ce qui n'est pas sur une communauté, parce que même des maisons, on voit ça souvent en Floride, des fois, c'est des communautés gatées, des fois, c'est pas nécessairement gaté. Mais tout ce qui est sur des communautés, la plupart du temps, on n'a pas le droit. Je me garde une petite réserve, là, mais c'est très, très rare qu'on ait le droit. Puis tout ce qui n'est pas gaté, tout ce qui n'est pas sur des communautés, normalement, on a le droit de faire de la location court terme. Donc, bien évidemment, il faut se conformer avec les permis, faire les demandes de permis. Avec la croissance démographique puis les migrations vers la Floride, comment tu vois le marché évoluer dans les 5-10 prochaines années? Le marché immobilier en Floride, moi, je travaille pas mal de Miami aller jusqu'à West Palm Beach. Puis c'est un marché très, très touristique. C'est un marché qui a tout le temps de la demande. Il fait beau, il fait chaud. Les gens ont envie de s'en venir en Floride. Oui. Fait que c'est sûr que le marché va continuer d'augmenter. Puis c'est un marché à l'international aussi. Là, on parle beaucoup de Québécois parce que on s'adresse à des Québécois. Mais ça reste que le marché de l'Europe aussi. Il y a beaucoup de Russes en Floride. Donc, c'est ça. C'est tellement un marché international que ça ne fait que monter. Puis je pense que pour les 5-10 prochaines années, ça va faire la même chose. Ouais. C'est quoi les coûts que les gens oublient souvent, qu'ils sous-estiment avant d'acquérir une propriété en Floride? En fait, c'est que ça ne fonctionne pas de la même façon. En Floride, il n'y a pas de taxe de bienvenue. Par contre, il y a une taxe de vente. Fait que c'est sûr que c'est vraiment important quand tu commences le processus d'achat de t'informer autant à ton courtier immobilier que s'il y a un financement à ton courtier hypothécaire parce qu'il y a des frais aussi pour émettre l'hypothèque. Donc, c'est sûr et certain que ça va varier de propriété en propriété. C'est difficile de... Je peux pas dire des montants comme ça, mais c'est sûr qu'il y a des bonnes différences avec le Québec. Fait que c'est vraiment une des premières étapes. Si j'étais un acheteur qui aimerait acheter en Floride, en fait, ça serait vraiment l'étape numéro 1 que je ferais parce que on veut savoir combien ça va nous coûter, quand on va passer. Fait qu'il n'y a pas de taxe de bienvenue. Il n'y a pas de taxe de bienvenue. Oh, wow! Non, mais il y a une taxe de vente, par exemple. Bravo, Floride. Bravo, Floride. Bienvenue chez vous. Oui, c'est ça. La facture. La Floride étant un État qui est exposé aux ouragans, on l'a vu dans les nouvelles là, dans les derniers mois, comment ça peut affecter le choix des propriétés puis les assurances? Oui. En fait, au niveau des ouragans, c'est important, si on achète un condo, de s'assurer que les inspections sont à jour, bien évidemment, pour être sûr que le building ne s'effondrera pas comme ce qui s'est passé en fait à Surfside, là, proche de Miami. Puis aussi de s'assurer qu'il y a des fenêtres puis des portes anti-ouragans. Puis si jamais il n'y en a pas, c'est pas dramatique, il y a moyen d'en faire poser. Mais c'est quelque chose à prendre en considération parce que ça, c'est la première question que les assurances vont poser. Est-ce qu'il y a des portes et des fenêtres anti-ouragans? Puis s'il n'y en a pas, c'est sûr que ça peut augmenter un petit peu là, le coût des assurances. Là. Je pense que de base aussi, les bâtiments sont plus bâtis en béton qu'au Québec. Je pense que de base. Le code est différent. Oui, le code du bâtiment est différent, ça, c'est sûr et certain. Puis oui, ça revient à dire ce qu'on disait tantôt. Au Québec, oui, on a de la neige. Il y a un climat... Il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs, mais en Floride, c'est un climat tropical, c'est l'humidité, etc. Fait que c'est sûr que les constructions ne sont pas nécessairement pareilles en tant que telles. Oui. OK. Fait qu'après tout ce qu'on vient de dire, mettons que quelqu'un n'est pas encore sûr de vouloir investir en Floride ou acheter en Floride, qu'est-ce que tu lui dirais
comme argument? Le faire. Faut le faire. Faut t'appeler. Faut juste m'appeler. Faut juste nous appeler. Non, puis c'est sûr et certain que c'est important de prendre action parce que c'est facile de dire ah ben là, on va attendre l'année prochaine. On va aller voir, mais faut juste commencer puis c'est ça, commencer à regarder en fait le marché puis se dire go puis la première étape, ce serait de te contacter en fait. De me contacter, ça c'est sûr et certain. Génial. On a parlé beaucoup de l'acquisition des acheteurs en Floride, mais au niveau de la vente présentement, est-ce que c'est un bon moment pour vendre un condo? C'est un très bon moment pour vendre en ce moment. Puis on parle de condo, mais autant maison que condo. Le taux de change, il est au plus haut. il est très haut en ce moment. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que pour les vendeurs, c'est très, très avantageux en ce moment de vendre. Puis on est dans un très bon marché, là, la saison qui recommence aussi. Donc, oui, c'est le temps de vendre. Fait actuellement, l'immobilier en Floride, on est comme dans la haute saison où est-ce que les Québécois, ils veulent essayer de partir de la neige le plus possible. Exactement, oui. Je dirais que le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est pas mal les gros mois en immobilier en Floride. L'été, c'est plus tranquille un petit peu. Les gens, seconde résidence, ils pensent moins à ça, sont en vacances. Tandis que là, c'est ça, on a beaucoup, justement, autant des Québécois que le marché à l'international qui cherchent une propriété pour l'hiver. Puis qui commencent justement, puis ils viennent en vacances, donc ils se disent on va regarder justement peut-être pour avoir un pied à terre. Donc, c'est vraiment la saison là, qui commence. Donc, pour vendre, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent en ce moment. Ton pourcentage, mettons, de clients québécois versus américains? Je dirais un bon 95 de Québécois. Quand même, hein? Puis on est en train de percer un petit peu plus le marché américain aussi, mais ça reste que, veux pas, c'est un petit peu notre marché niche parce qu'on parle français. Fait que c'est sûr et certain là, que ça facilite les choses. Là. Oui, puis c'est correct d'avoir une niche aussi. Oui, 100%. Toute bonne entreprise a sa niche. Vraiment. C'est quoi les avantages pour un investisseur de choisir la Floride plutôt qu'une autre région des États-Unis? C'est une très bonne question. En fait, la Floride, ces temps-ci, on voit beaucoup des gens qui s'en vont au Mexique et en République. C'est des très belles destinations aussi, mais c'est des destinations soleil. Puis, souvent, ce que j'entends dire, c'est que les gens, il y a un petit peu moins d'activités à faire, il y a moins de choses à faire. Tandis que, qu'est-ce que les gens aiment de la Floride, puis qu'est-ce que j'aime aussi de la Floride, c'est que ça bouge beaucoup. Autant, le nightlife que les restaurants, c'est une place aussi qui a beaucoup d'équipes sportives. Donc, on va aller voir une game des Panthers, on va aller voir une game à Miami de basketball, on a du baseball. Fait qu'il y a des grosses équipes sportives à l'international. Donc, ça fait qu'il y a pas mal plus d'affaires à faire. Souvent, c'est bien beau se faire bronzer puis profiter de la température, faire de la plage, mais ça reste que beaucoup, beaucoup plus d'activités. Fait que je pense que c'est ça qui nous différencie. Surtout quand tu investis, tu passes plus de temps que quand tu vas juste en vacances une semaine. Quand tu investis, souvent, tu passes 6 mois par année. Donc, c'est le fun d'avoir d'autres activités que juste 100%. Se baigner. Donc, Fort Lauderdale, c'est davantage orienté vers les propriétés de luxe ou les propriétés plus accessibles à différents budgets? Y a-t-il un marché un peu en particulier? Je dirais que vraiment quelqu'un qui cherche à Fort Lauderdale, c'est plus axé un petit peu, sans dire le luxe, mais c'est plus haut de cher. gamme. On s'entend, c'est plus haut de gamme. C'est la place avec Miami qui a le plus de touristes, que les gens veulent le plus aller. Fait que oui, c'est plus cher. Par contre, si on fait juste s'éloigner un petit peu, on s'en va justement un petit peu plus haut à Pompano, on descend un petit peu dans le coin d'Allendale, Sunny Isle, ou on s'en va juste un petit peu plus vers, mettons, entre la 95 puis les Everglades, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus d'opportunités vraiment plus abordables en tant que telles. Puis c'est pas nécessairement très loin. Là. La Floride, c'est vraiment étroit. En fait, je dis la Floride, mais le marché que je couvre, donc de Miami à West Palm Beach, c'est vraiment étroit. Donc, on est jamais très, très loin de la plage, là, même si on a l'impression de l'être. D'être comme dans le centre, ça, dans le centre de la pointe. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du style de vie du sud-est de la Floride? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les acheteurs vont être intéressés à aller? Oui, en fait, c'est un marché qui bouge beaucoup. Il y a tout le temps quelque chose à faire. On en a parlé un petit peu tantôt. C'est difficile de s'ennuyer. Moi, je suis une fille il faut que ça bouge, faut que je fasse quelque chose. C'est bien moi à la plage, mais j'aime ça avoir d'autres activités en tant que telles. Donc, c'est un petit peu ça qui est le fun avec la Floride parce que autant qu'on peut aller voir les crocodiles dans les Everglades, autant qu'on peut aller boire un petit verre sur la Solace Boulevard. Fait que c'est sûr que la diversité de choses à faire, aller voir une game de sport, il y a beaucoup de choses à faire en tant que telle. Ouais.
J'ai vu que sur tes réseaux sociaux, toi et ton équipe, vous faites la promotion d'un bâtiment à Fort Lauderdale qui va permettre la location court terme. Oui, exactement. Ça s'appelle le Nativo. En fait, un projet un peu style hôtel qu'on va pouvoir, que les gens, en fait, vont pouvoir louer là, en court terme. Un super de beau building, vraiment 5 étoiles. Ils sont en discussion avec des grosses chaînes de restaurants là, pour mettre un restaurant en bas de renommée mondiale. Là. Ah, c'est gros! Fait que, ouais, ça va être vraiment un beau building. Ça va cool. commencer... Il va y avoir autant des studios que des 3 chambres, entre 600 000 et 1,4 million environ. Donc, c'est un très beau projet de luxe. Il va vraiment être en plus directement dans le centre-ville de la Solace à Fort Lauderdale. Donc, vraiment une localisation de choix pour faire de la location court terme. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça va être le seul building à Fort Lauderdale en ce moment qui va permettre la location court terme. Donc, bref. Hey, bravo! Gros projet! Félicitations! C'est le fun! Très beau projet. Puis, il va être la construction là, est prévue pour fin 2027. Hey, on passerait à la section. On a un jeu. On a préparé un jeu pour toi. Ma section préférée. Oui! Fait que là, la section, c'est que je vais vous montrer des propriétés. Fait que c'est des maisons. À Fort Lauderdale, j'ai vraiment visé plus le secteur de Fort Lauderdale. Je vais poser la question. En premier, on va la poser à Rachel parce qu'elle connaît pas du tout le secteur. Fait que... Je suis courtier immobilier, mais je connais vraiment pas les prix. Exactement. Fait que là, Rachel va essayer de deviner le prix de la propriété. Puis après ça, toi, avec les mêmes informations, tu vas être en mesure de deviner aussi le prix de la propriété. Puis moi, ben, je vais vous dire c'est quoi le vrai prix. Génial! C'est bon? Donc, je vais vous montrer. Là, j'essaie de prendre des affaires que, premièrement, vous n'aviez pas dans vos listings à vous, parce que, clairement, tu vas le connaître. Puis, des choses qui... En tout cas, on en a pour tous les budgets. Parfait. OK? Donc, la première propriété, là, j'ai mon petit... Fait que, Rachel... Là, fais juste pas sortir des images, parce que sinon, tu vas voir le prix. Donc, ce qui est important de savoir sur cette propriété-là, je vais vous donner le nombre de pieds carrés, le nombre de chambres. On dirait quasiment un 3D. C'est une vraie propriété? C'est une vraie propriété. Moi, je dirais 32 millions. OK. US. OK. Peux-tu nous dire le secteur? Oui, c'est ça. Fait que c'est Fort Lauderdale. Puis là, t'avais pas ces informations-là, là, mais c'est 13 000 pieds carrés sur un lot. La maison ou le lot? Non, sur la maison. Puis le lot, c'est 0,47 acres. Puis il y a 6 chambres. C'est sur Isla Bahia. Ouais. Puis, c'est quoi le quartier? Tu moyen de le voir sur la map? Fort Lauderdale, DR, Bahia. Bahia, DR, ça te dit rien, ça? Non. Ben, en fait, c'est sur le canal. Est-ce que... Attends un petit peu, je le vois un petit peu plus là. Fait que ça doit être... Toi, t'as dit combien? 32 millions. 32? Moi, je vais y aller plus avec... grosse en maudit. Je vais y aller, moi, avec 20 millions. Alors, c'est 27 900 000. Oh! Hey, ben, j'étais plus proche! Ouais, Je suis plus proche, j'ai pris demandé, mais le prix vendu, par contre, on le sait pas. Ouais, c'est ça, on le sait pas. Non, c'est une très grosse maison. C'est sûr que, bon, elle n'est pas terminée, mais ouais. Deuxième propriété. OK. Donc, deuxième propriété. Faut que je trouve la bonne. OK. Elle est fière. OK. Ah ben, je vais peut-être la montrer à la caméra. Je ne l'ai pas montrée. Donc, ça, c'est une propriété. Il y a 5 chambres, 7 salles de bain. C'est 10 500 pieds carrés de superficie habitable. Puis, on est sur un lot de 0,57 acres. On est allé justement en bateau avec EXP vraiment récemment. Là, ils nous ont emmenés sur un yacht pour une activité. Oui. Puis Cindy elle était venue avec nous comme elle habite là-bas. Puis on est passé devant cette propriété-là. Je m'en souviens vrai? parce que je m'en souviens parce que cette propriété-là, elle m'avait vraiment marquée. Mais je savais pas qu'elle était à vendre. Il n'y avait pas de pancarte à vendre. Elle est à vendre. C'est vraiment une propriété qui est impressionnante. Moi, je dirais facilement 30 millions. OK. Un coin en plus. Qu'est-ce que tu te souviens? Oui. On était passé devant. Moi, je vais y aller avec 35. Je te suis pas mal là-dessus. Là. Ah ouais? Là, je suis un petit peu plus... J'ai l'impression que c'est plus que ça. C'est 16 900 000. Ah! Elle doit être Est-ce que vous l'achetez?
On a les moyens, 16 millions US, ça doit être 30 millions canadiens. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, 16 millions 900. La prochaine. La prochaine! C'est tellement le fun, ce jeu-là. Toi qui es designer d'intérieur, t'as vraiment aucune idée du prix. Mais dans le fond, moi non plus. Mais non, mais j'ai vraiment encore plus aucune idée que toi. En fait, c'est là qu'on voit que tout le secteur, peu importe t'es où en immobilier, c'est vraiment le facteur le plus important. Ben oui. 100%. Parce que c'est très difficile pour un courtier immobilier du Québec de deviner un prix. Ben oui. Alors, cette maison-là est située sur la 68e rue. À Fort Lauderdale encore, par contre. C'est 3 chambres, 2 salles de bain, 1655 pieds carrés. Puis le lot, il est 7274 pieds carrés. OK. Ça semble être quand même dans un quartier résidentiel assez ordinaire. Fait que là, on est dans le range, justement, là, entre, mettons, 300 000 puis 1 million. OK. Un petit indice. Oui. OK. J'ai tellement de la misère, mais moi, je pense que ça doit valoir au moins 550 US. C'est tellement difficile de ne pas savoir le. Tu sais, c'est quartier. quoi le. Ah ben, veux-tu que je te dise le quartier? Mais c'est encore étonnant hein, parce que, justement, Cindy-Anne a magasiné des propriétés pour elle-même. Ouais. Quand on est allé en Floride, on a regardé, on voulait peut-être aller en visiter une. Tu sais, moi, j'aurais dit 400 000. Là. C'était comme 700 000 US. Ça, c'est au moins 800. Moi, je vais dire 800. Ah ouais, 800 000. C'est 780! Good job! Piscine. J'étais loin. Je l'aurais vendu plus cher. Ouais, c'est ça! Passons aux questions en rafale. Je vais y aller. Je vais commencer avec les questions professionnelles. D'accord. Donc, condo ou maison unifamiliale? Maison unifamiliale. Investisseur local ou international? Internationale. Location court terme ou location long terme? Location court terme. Vente ou gestion? Vente. Propriété clé en main ou à rénover? Une clé en main. Petite ou grosse équipe? Petite équipe. Marketing numérique ou relation de proximité? Marketing numérique. Travailler au Québec ou en Floride? En Floride, bien évidemment. Bien évidemment! Good, merci beaucoup. On va faire maintenant les questions plus personnelles. D'accord. Pour sa fin du podcast, c'est qu'on apprend à me connaître. Logique ou émotive? Logique. Matin ou soir? Matin. Sport individuel ou sport d'équipe? Sport d'équipe. Cuisine maison ou restaurant? Restaurant. Restaurant. Journée à la plage ou journée sportive? Journée à la plage. Poutine ou hot dog? Poutine. Même en Ceux qui Floride? me connaissent, là, poutine. Elle est bonne la poutine en Floride? Il y en a pas beaucoup. Il y a Ok. des places. Il y a certains petits restos qui en ont, mais 100% je suis poutine. une grande fan de poutine. Parfait. Quand je reviens au Québec, j'ai hâte de manger ma poutine. Vendredi off ou lundi off? Vendredi off. Vendredi Ouais. off. Super, ben merci beaucoup. d'avoir participé, de nous en avoir appris plus, parce que même moi qui est courtier, j'en ai appris énormément sur les investissements en Floride. Ben, ça fait plaisir. Ok. Merci de m'avoir reçu à ton podcast, Rachel. On dirait, plus qu'on en apprend, puis plus je me dis, si jamais un jour je vais acheter une propriété en Floride, ça va vraiment me prendre un courtier immobilier qui connaît le secteur, puis Vraiment. qui, 100%. ouais, de vraiment pas acheter une propriété toute seule en Floride, d'aller voir directement le courtier du vendeur, là, pire décision. Ok, ça me fait 100%. réaliser que ça prend vraiment un professionnel. Là. Merci beaucoup, Cindy-Anne. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous.